Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de notre société pour comprendre un truc fascinant. Comment est-ce qu'on établit les règles qui régissent notre quotidien? Comment on trace cette ligne super subtile entre ce qui est normal, ce qui est déviant et ce qui est carrément illégal? C'est exactement ce qu'on va démêler ensemble, étape par étape. Allez, c'est parti! Au menu d'aujourd'hui, on commence par les normes sociales et la déviance. Ensuite, on va confronter la déviance à la délinquance. On parlera du poids et du contrôle social, puis de l'évolution des normes juridiques au fil de temps. Et pour finir, on illustrera tout ça avec deux grands sujets de société, le cannabis et l'euthanasie. On attaque tout de suite avec notre première partie, normes sociales et déviance. Pour bien planter le décor, posons-nous une question toute simple. Pourquoi est-ce que c'est tout à fait acceptable, et même carrément encouragé pour créer du lien, d'utiliser de l'argot avec ses amis, alors que ce même langage va faire grincer des dents dans des milieux plus bourgeois? Cette petite situation de tous les jours, elle montre parfaitement qu'un seul et même comportement va être jugé de façon complètement différente en fonction du groupe social dans lequel on se trouve. Et ça, c'est la définition même des normes sociales. Ce sont des modèles, des règles de conduite qui sont propres à une société ou à un groupe donné. En gros, elles nous dictent les comportements qu'on attend de nous. Mais le truc vraiment crucial à retenir ici, c'est que ces normes sont totalement relatives. Par exemple, se regarder droit dans les yeux quand on se dit bonjour, chez nous, c'est la norme, c'est un signe d'attention. Mais dans d'autres cultures, attention, ça peut être vu comme un énorme manque de respect ou même une marque de défiance. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on ne respecte pas ces fameuses règles, qui d'ailleurs ne sont très souvent même pas écrites? Eh bien, c'est là qu'on bascule dans ce qu'on appelle la déviance. La déviance, pour faire simple, c'est la transgression pure et simple de ces normes sociales. Et vu que ces normes changent selon les groupes sociaux ou les époques, la déviance est par définition un concept ultra mouvant. Un comportement considéré comme totalement déviant ici sera peut-être la norme absolue dans le groupe d'à côté. Ce qui nous amène à notre deuxième grande partie. Déviance face à la délinquance. Il faut bien faire attention ici, car contrairement à la déviance, qui est une notion très large, la délinquance, elle, se définit uniquement par la transgression des normes juridiques. C'est en fait une sous-catégorie très spécifique. Certaines de nos normes sont écrites noir sur blanc, codifiées formellement par la loi, comme dans le code pénal ou le code civil par exemple, et c'est seulement, je dis bien seulement, quand on enfreint ces règles légales bien précises, qu'on tombe dans la délinquance. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de comparer les deux. Un acte peut être super déviant socialement sans pour autant enfreindre la loi. Prenez l'incivilité, refuser de dire bonjour ou décider du jour au lendemain de tutoyer un professeur. C'est clairement une transgression des règles de conduite, donc c'est de la déviance, pas de doute là-dessus. Mais ce n'est absolument pas une infraction au code pénal. La grande leçon ici, c'est qu'un acte déviant n'est pas forcément un acte délinquant. Allez, troisième partie, le poids du contrôle social. Comment fait-on pour maintenir l'ordre ? En fait, tout commence dès notre plus jeune âge. Et pour ça, il y a une citation géniale du célèbre sociologue Émile Durkheim. Il disait « L'éducation consiste en une socialisation méthodique de la jeune génération ». Concrètement, ça veut dire que pendant la socialisation primaire, on impose aux enfants des modèles de conduite. Et comment on fait ça ? Par un système d'encouragement et de contrainte. D'un côté, on a des sanctions positives, des récompenses ou des bravos quand la règle est suivie, et de l'autre, des sanctions négatives, des réprimandes ou des punitions quand il y a déviance. Et puis, en grandissant dans la sphère publique, c'est là qu'entrent en jeu les institutions de ce qu'on appelle le contrôle social formel externe. On parle ici des forces de l'ordre, de la justice, de l'école ou même de l'Église. Leur job, c'est d'exercer un contrôle bien visible pour vérifier qu'on respecte les normes, surtout les normes juridiques. Ces institutions ont le pouvoir de distribuer des sanctions formelles, lourdes. Côté pile, ça peut être des peines de prison ou des amendes, mais côté face, ça peut être de grandes marques d'approbation. Par exemple, recevoir la Légion d'honneur, gagner un prestigieux prix Nobel ou tout simplement avoir les félicitations officielles sur un bulletin scolaire. Sauf que ce contrôle purement institutionnel, c'est juste la pointe de l'iceberg. L'autre versant, qui est littéralement omniprésent, c'est le contrôle social informel. Celui-là, il s'exerce en continu, tous les jours, dans nos moindres interactions. Ce qui est fou, c'est que tous les individus de la société y participent activement, tout en y étant soumis en même temps. Ça peut être un simple sourire pour valider une bonne action, ou à l'inverse, un regard noir ou une petite moquerie dans la rue face à un comportement inapproprié. Ce sont tous ces petits rappels à l'ordre permanents qui font qu'en fin de compte, nos comportements restent bien sagement dans les clous. On passe à notre quatrième partie, l'évolution des normes juridiques. Il faut bien se rendre compte que ces règles ne sont jamais figées. En réalité, le droit et les mœurs passent leur temps à se pousser mutuellement pour avancer au fil du temps.
Sous la pression de l'évolution de la société, le droit est très souvent obligé de s'adapter. Pensons aux lois sur l'avortement par exemple. Ce sont des réponses juridiques directes à un changement profond des mentalités. Mais attention, l'inverse est tout aussi vrai. Parfois, c'est une loi, décidée de manière volontariste, qui va précéder et modeler les pratiques sociales. L'exemple historique parfait en France, c'est l'abolition de la peine de mort en 1981 par François Mitterrand. Une loi qui a devancé l'opinion publique de l'époque pour finalement la transformer complètement. Et enfin, cinquième et dernière partie, pour mettre tout ça en pratique, cannabis et euthanasie en question. Ces concepts sociologiques, on les voit parfaitement à l'œuvre aujourd'hui. Regardons les données sur le cannabis pour comprendre la relativité spatiale des normes. D'un côté, on a l'Uruguay qui a totalement légalisé la substance depuis 2013 et ça inclut la consommation, la culture et la vente. De l'autre côté, on a l'Allemagne qui vient tout juste de légaliser le cannabis récréatif en 2024, mais avec une sacrée nuance, la culture y reste illégale. Donc pour résumer, un même acte, à la même époque, relève d'une norme totalement différente, voire de la délinquance, juste en franchissant une frontière. Autre exemple majeur de cette tension constante, cette fois-ci dans le temps, l'euthanasie. En avril 2023, les Pays-Bas ont passé un nouveau cap en l'autorisant pour les enfants de moins de 12 ans. En France, le contraste est fort puisque l'euthanasie active y est encore aujourd'hui strictement assimilée à un homicide. Mais regardez comme les normes sont en pleine ébullition. En mai 2025, le président Emmanuel Macron a évoqué la possibilité d'un référendum sur la question. Et l'objectif visé par l'ancienne ministre Catherine Vautrin pour l'adoption d'un texte définitif, c'est 2027. On voit bien ici en temps réel une société en pleine redéfinition de ses normes éthiques et juridiques. Et pour clôturer ce décryptage, voici une petite réflexion provocatrice. À votre avis, quelle déviance sociale d'aujourd'hui deviendra la norme juridique de demain? Qu'il s'agisse de langage familier réprimé ou de grandes réformes pénales, la ligne entre ce qui est normal, déviant et illégal est dans un état de transformation perpétuelle. C'est un puzzle géant qui ne s'arrête jamais d'évoluer et c'est exactement ça qui rend l'étude de notre société si captivante. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse et n'oublions pas de continuer à questionner les règles invisibles qui nous entourent.